Mais la destinée d'un peuple, mais c'est sa démographie. Or, nous, aujourd'hui, nous lisons et nous voyons les questions de long terme. Donc, il faut les mettre en face des ressources. Et les ressources, c'est clair, c'est l'eau, mais c'est les ressources halieutiques parce que c'est toute l'économie de la mer. Moi, je pense que le Sénégal doit résolument être tourné vers l'économie de la mer parce qu'entre le pétrole, le gaz, les poissons, le tourisme, nous avons tout sur la mer et nous devons avoir une analyse prospective sur la mer. Or, c'est un débat qui n'existe pas, qui ne préoccupe personne et qui me paraît important. La question des ressources humaines, bien sûr, parce qu'elles sont plus importantes, mais que les ressources naturelles. Les ressources humaines, c'est comment faire en sorte que notre pays détecte des talents, non seulement suivent des hauts potentiels, mais jusqu'au football. Vous n'aurez pas d'équipe nationale. Monsieur le Jojo, encore une fois, il va vous dire que pour gagner la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde, il faut commencer dès maintenant à travailler, fermer les yeux, attendre 20 ans. Mais c'est des écoles de football, c'est des détections des talents, c'est des investissements dans des infrastructures, c'est changer un système d'incitation pour que dans 20 ans, on ait des résultats. Il n'y a jamais du court terme, il n'y a pas de mensonge. On ne peut pas gagner à court terme en prenant un entraîneur, un machin, en leur disant « ramenez-nous la coupe », mais ce n'est même pas sérieux, ce n'est même pas crédible. Donc nous avons besoin de travailler, de croire au travail et d'être sérieux et de savoir qu'on n'aura rien de facile. Et moi, dans le discours politique des futurs candidats, j'attends d'entendre qui dira aux Sénégalais qu'il faut qu'ils travaillent mieux, qui leur dira qu'il faut qu'ils épargnent mieux, qui leur dira qu'il faut investir mieux. Parce qu'en plus des ressources naturelles, des ressources humaines, mais les ressources humaines d'ailleurs, mais je suis vite allé dessus, mais une société, elle doit récompenser les talents. On ne peut pas dire qu'on recherche des hauts potentiels, après brimer les plus intelligents d'entre nous, et les exclure et faire en sorte que nous avons aucun système mais qui garantisse le mérite ou la récompense mais des gens mais les plus compétents de notre société. Donc il faut qu'on aille dans ce sens-là, qu'on se dise qu'une société elle avance à cause de sanctions et à cause de récompenses. Et il faut qu'on organise notre système comment on appelle ça, d'incitation pour prendre les meilleures décisions sur les meilleurs hommes et porter les meilleurs hommes là où il faut, mais quelles que soient leurs idées politiques, mais quelles que soient leurs convictions. Nous avons besoin d'arrêter le clientélisme. Nous avons besoin d'arrêter de nommer des gens parce qu'ils sont du même coin, de la même ville, de la même tour. Il faut arrêter ça. Ça achète gâcher le pays et il faut que chacun se comporte en conséquence. Donc, cette question-là. Et il reste enfin, bien sûr, mais les ressources financières. Les ressources financières, vous me dites, peuvent être déraisonnables et faire des choses déraisonnables. Et il faut que le droit le contraigne. Et c'est pourquoi moi, je suis pour l'indépendance de la justice. Et quand je me bats pour l'indépendance de la justice, je suis pour l'indépendance de la justice vis-à-vis de la politique, je suis pour l'indépendance de la justice vis-à-vis des forces maraboutiques, je suis pour l'indépendance de la justice vis-à-vis des francs-maçons, je suis pour l'indépendance de la justice vis-à-vis des juridictions, je suis même pour l'indépendance de la justice vis-à-vis des préjugés des juges. Donc ça va très loin. Et il faudrait que nous soyons rigoureux, exigeants dans ce que nous demandons. Maintenant, tout juste deux bémols à votre intervention. L'IGE, l'inspection, je ne veux pas rentrer sur les questions de réforme de l'État parce que je suis en train de travailler dessus. Mais dans la réforme de l'État, il y a quelque chose que l'on appelle la réforme de la gouvernance de contrôle qui me paraît important. C'est de savoir aujourd'hui l'activité de conseil que fait timidement le BOM ou qu'aurait dû faire le BOM et l'activité de la Cour des comptes qui contrôle et qui est à la disposition du Parlement, qui est plus indépendant. En revanche, avec l'IGE, qui est une inspection générale d'État qui est à la disposition de l'exécutif. L'IGE, c'est pour l'exécutif, c'est pour le président de la République. Et si on veut, à la limite, disons, même pour le Premier ministre, parce que le Premier ministre dispose mais de l'administration. Donc c'est une inspection qui est destinée à l'exécutif, qui est destinée à l'État, et que, comme dans une entreprise, un directeur général a besoin d'un auditeur interne, mais qui reporte, pour lui dire, il y a un risque là, il y a une violation là, il y a un problème là. Il faut que l'IGE soit maintenu comme IGE pour l'exécutif, et après, maintenant, quitte à ce que, de l'autre côté, que la Cour des comptes soit renforcée dans son indépendance, ainsi de suite. Et sur ce point-là, il y a une bagarre que moi j'avais commencé sous le président Wade pour réformer le statut de la Cour des comptes. J'ai eu gain de cause sur certains points, sur 40%, mais il y a 60% aujourd'hui dans la gouvernance de contrôle qui doivent être développés et mis à la disposition du Parlement, du peuple,
pour que nous ayons des institutions de contrôle qui soient indépendantes. Maintenant, sur la politisation de la lutte contre la corruption, Missou Abdou Diouf, moi, je n'ai pas été à ce moment-là au gouvernement. Moi, je suis venu dans un monde trop tard, au moment du déclin. Je suis venu presque au bord du crépuscule, en régime finissant. J'étais sans doute le plus jeune ministre de la République à l'époque. Et quand je suis venu, j'ai posé des questions au président Diouf. La première chose que je voudrais dire, c'est que la lutte contre la corruption sous Diouf n'était pas une politisation contre les barons du PS, parce qu'aucun des barons du PS n'a été interpellé. Il y a 2 personnes qui ont été interpellées, c'était Bekay Sène, l'ancien DG de la BHS, et un autre sur des questions qui sont dues à Riquetti. La deuxième chose, c'est que sur cette question-là aussi, j'ai une autre idée des relations État, parti-État. Vous savez, sous Senghor, il y avait un véritable parti-État. Parce que les décisions du Conseil des ministres étaient prises à la veille à la maison du parti. Et son conflit avec Dia, d'ailleurs, vient de ça. Et Dia voulait, parce qu'il avait une majorité politique, faire passer les décisions à partir de la maison du parti, et voulait faire une réunion. Vous ne voulez pas que la réunion de l'Assemblée nationale se tint avant, justement, qu'on ait une réunion à la maison du parti. Et quand Abdou Diouf vient, mais Abdou Diouf n'a jamais eu de maîtrise sur le Parti socialiste. Il n'y a jamais eu de parti-État sous Diouf. Il ne faut jamais plus redire ça. Moi, j'étais un jeune ministre et le président de l'Assemblée nationale, qui s'appelait Abdou Khadre Sissoko à l'époque, me demandait des audiences et il ne pouvait pas les obtenir. C'est pour dire que ce que le président Diouf a fait, c'est qu'il est venu dans l'État, il s'est enfermé, il s'est embarricadé avec l'État, il a récupéré l'État et il a voulu utiliser le Parti socialiste comme peut-être un instrument de bourrage de Dieu, je ne sais pas moi. Mais la question de fond, c'est que le parti a toujours échappé au président Diouf et ce qu'il a fait tomber en 2000. Ces 2 personnes, l'un s'appelle Moustapha Niasse, l'autre s'appelle Djiboka, c'est eux qui avaient la réalité du parti et qui pouvaient le tenir. Le reste, c'est Diouf c'est le président de Diouf, mais qui avait les administrateurs sous la main et qui nommaient et qui défaisaient. Et les gens partaient de l'État et de l'appareil d'État pour avoir un pouvoir, mais politique. Mais le pouvoir politique n'était pas du parti. Donc, cette vision du parti-État, qui est une vision d'ailleurs mais très léniniste, ça on peut en venir, et ça n'a jamais été quelque chose qui a été acquis dans l'histoire du Sénégal. Donc, encore une fois, moi je suis très ravi par la profondeur de l'analyse, mais je ne savais pas qu'on pouvait être sérieux aussi bien. Hein? Mais là, j'apprends vraiment des choses et je suis très agréablement surpris. Et je pense que notre dialogue va continuer et que nous continuerons à l'entretenir. Mais en tout cas, j'en serai très ravi et très honoré. Donc, encore une fois, je vous remercie. Nous avons beaucoup de problèmes à régler. Nous avons besoin de beaucoup de choses, mais nous avons besoin de le faire dans la sérénité, dans le respect, dans la sécurité, et que nous ayons vers un débat véritable sur les propositions, sur les programmes, et qu'on ne verse pas dans le populisme et dans la facilité. Je vous remercie. S'il vous plaît. El Hadj Ibrahima Sall, ancien ministre, président de l'Université Polytechnique et président du Parti Demain la République, co-conférencier de cet après-midi. En 5 minutes, que retenir du thème 2019, tournant décisif pour le Sénégal? Je pense que ce qu'il faut retenir du thème est clair et précis. Et c'est que nous avons demandé à tous les acteurs politiques pour 2019 de débattre, d'échanger dans la courtoisie, dans la sérénité et dans le respect mutuel. Ceci est extrêmement important et nous demandons aussi bien sûr au pouvoir public de veiller à ce que les forces de sécurité encadrent toute cette élection présidentielle et qu'on ne soit plus amené à ce que chaque candidat ait ses cagoulards pour provoquer des risques et de l'instabilité dans notre pays. Et que tout cela, c'est la condition nécessaire, mais sine qua non pour qu'un dialogue de fond s'instaure sur les questions essentielles
où chacun pourra exprimer librement son opinion, son programme, son projet, quitte après à laisser au peuple sénégalais le dernier choix pour son destin. Forcément s'attendre à un programme économique si l'on sait que quand même il y a un peu le débat sur le pétrole et le gaz. Non, mais le débat, il est sur tous les programmes. Un programme pour diriger une nation est un programme holistique. Donc on s'attend aussi bien à des aspects institutionnels qu'à des aspects qui touchent la réforme de l'État, au sens le plus large, en passant bien sûr par le programme économique, par la question du chômage, par la politique de jeunesse. Donc c'est énormément de choses. Mais comme l'a dit quelqu'un, nous avons des propositions à formuler et à attendre raisonnablement des candidats dans tous les domaines de la vie économique, sociale et politique de notre pays. Dis-nous, en tant qu'ancien ministre, vous avez suivi également le processus électoral au Sénégal. Est-ce que vous pensez que quand même ce danger, on peut chanter par les acteurs politiques, nous guettent réellement? Non, mais moi je suis beaucoup plus optimiste que ça. Mais pour une raison simple, mais c'est que ce pays est un grand pays. Et nous nous en rendons compte donc à chaque fois que nous traversons des moments pareils. Nous avons eu des moments beaucoup plus difficiles dans l'histoire de notre pays et notre peuple a tout le temps su transcender ces situations-là. Donc encore une fois, il est normal que nous alertons, il est normal que nous mettons le doigt, il est normal que nous anticipions certaines choses. Mais ce que je veux dire, c'est que le peuple sénégalais, comme d'habitude, sera à la hauteur, prendra sa décision dans la sérénité, dans le respect, et les institutions continueront, et l'histoire de ce pays continuera. Mais sur la longue durée, 2019 n'est absolument rien par rapport à tout ce que notre pays a connu. Si on vous a bien repris, monsieur le ministre, le Sénégal n'a plus d'État depuis plusieurs années. Non, mais ce que j'ai dit est beaucoup plus complexe que ça. Mais ce que j'ai dit est très simple. J'ai dit que nous attendons des propositions de fond sur la réforme de l'État et qu'il ne s'agit pas de dire quand je prendrai le pouvoir, je ferai fonctionner l'État. L'État, il faut le refonder, il faut le reconstruire et nous allons bien évidemment comparer, regarder les propositions des candidats sur la question essentielle qui est la question des réformes de l'État. Parce qu'elle conditionne le fonctionnement des institutions, mais elle conditionne aussi et surtout le fonctionnement du service public et de notre administration. Et sur ces questions-là, nous ne voulons pas de cosmétiques, nous voulons une réflexion profonde, un débat profond sur les propositions que les uns et les autres feront. La politique, paraît-il, de la chaise vide n'a jamais payé en politique. Ceux qui sont appelés à diriger demain le Sénégal, qui refusent de répondre à l'appel du chef de l'État, quel est un peu votre point de vue là-dessus? Bon, mon point de vue, c'est que d'abord, ils ont leur point de vue, ils ont la liberté d'avoir leur point de vue. Ça, c'est le premier point. Il faut être tolérant dans la vie, il faut laisser à chacun le droit, la liberté de conscience et la liberté d'action. En ce qui me concerne, moi, personnellement, je suis engagé, je dirige un parti politique, mais qui ne fait pas beaucoup de bruit, qui s'appelle Parti Demain la République. Et j'ai jamais de ma vie cru à la politique de la chaise vide et j'ai toujours discuté et j'ai toujours donné mon opinion et je l'ai toujours exprimé, même quand on ne me l'a pas demandé. Donc, je crois que je ne serai pas candidat. Mais ça m'étonnerait que je sois candidat.